quand on est arrêté. Vous y êtes bien fait, cette vie? Plus jeune, oui, maintenant, ça commence... c'est plus pareil. Changement de poste. La photo, ça n'a rien à dire. Voilà, c'était très bon. Celui qui est à l'usine, il a un contremaître derrière lui, il lui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Pour moi, j'ai personne. C'est plaisant comme métier. On a une indépendance, qu'on paye très cher d'ailleurs actuellement, mais on est indépendant. Cette liberté, les bateliers la paient parce qu'il n'y a plus guère de travail. Dans les bourses d'affrètement qui centralisent le marché, il faut souvent attendre un mois pour avoir un voyage. On se revoit la semaine prochaine. Le nombre des mariniers a chuté de moitié en 10 ans. Ils sont moins de 2000 aujourd'hui. Sans cesse grignotés par la route, la voie d'eau transporte à peine 3% des marchandises en France. Pourtant, sur les canaux, il n'y a jamais d'accident. Et dans sa péniche, Jojo embarque 350 tonnes, l'équivalent de 10 semi-remorques. La voie d'eau, ils nous ont mis à l'écart. Presque plus de céréales à transporter. Maintenant, ça part par la route, par chemin de fer. Nous, il nous reste que les agrégats, le sable, où il y a à peu près encore une rentabilité. On nous oblige à détruire nos bateaux. Moi, bon, j'ai 60 ans maintenant. Je mets mon bateau en destruction l'année prochaine. Parce que, bon, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de repreneurs. Et mon fils ne veut pas reprendre le métier, vu la conjoncture actuelle. Le déchirage. Depuis 1986, chaque année, plus de 100 péniches connaissent le sort du chalumeau. Et cela continuera. La politique de la voie d'eau veut favoriser les grosses barges de 2000 ou 5000 tonnes. Les bateaux de 38 mètres, comme celui de Jojo, comme tout cela, sont, dit-on, trop petits et trop nombreux. On a vu des gens repartir de là en pleurant. Hein. Ils posaient leur bateau, puis ils pleuraient quand ils repartaient. Hein. Il y en a, ils veulent pas emmener le bateau, ils disent non, non, bah, vous venez le chercher, on va chercher le bateau à Conflans nous-mêmes. Ils veulent pas l'emmener. Ça fait mal au cœur, mais on est obligé. Ça déchire le cœur? Ah bah oui, on a passé notre vie. On a passé notre vie sur ce matériel. On a eu du plaisir, on a eu des misères, comme tout le monde. Pour déchirer le Raval, Jojo va recevoir une prime de 200 000 francs. La retraite approche. Bon allez, salut, et puis ma foi, bonne route. Alors, pour commencer à s'habituer, dès qu'ils ont quelques jours de repos, Jojo et sa femme les passent dans la maison qu'ils ont achetée, sur les bords de la Seine. Je ne voyagerai plus sur l'eau, mais je verrai toujours mes collègues passer. À l'occasion, quelques collègues s'arrêteront pour venir me saluer. Ça nous fera l'occasion de discuter un peu du métier et de boire un pot ensemble. Je vais devenir un terrien. Malheureusement, je ne sais pas comment je vais le prendre. Nous, on a toujours vécu sur l'eau. Il va falloir apprendre à vivre à terre. Apprendre à vivre à terre, cela peut être un beau programme. Si l'on est gastronome et amoureux des paysages, par exemple, on pourra suivre la route des moulins d'Anjou. C'est une très jolie promenade. Lorsque vous vous trouvez en Anjou et que l'heure du déjeuner approche, que diriez-vous d'un bon repas autour de la table d'un meunier non loin de son moulin? Ici à Chenillé, sur les bords de la Mayenne, la chose est possible. Et même mieux, en guise de balade digestive, vous pouvez vous offrir la visite du moulin en activité depuis 4 siècles avec sa magnifique roue à aubes de 6 mètres de diamètre. Des moulins en Anjou, ce n'est pas ce qui manque. Qu'ils soient à eau ou à vent, ils ont d'ailleurs connu leur apogée au milieu du siècle dernier avec près de 2000 exemplaires recensés, 2 tiers de moulins à vent, 1 tiers de moulins à eau. Aujourd'hui, certains ont bien sûr disparu, mais une petite trentaine ont été rénovés et continuent leur activité comme autrefois, confortant l'image de l'Anjou comme véritable pays des moulins. Au siècle dernier, le moulin était le moteur universel qui fournissait l'énergie. L'Anjou produisait beaucoup de céréales, les céréales étaient la base de l'alimentation et il fallait donc beaucoup de moulins pour les moudre et les fournir aux populations. La meunerie étant l'une des plus vieilles industries du monde, en vous baladant en Anjou, cartes en main, vous aurez la possibilité de découvrir, en plus des moulins à eau, les 4 types connus de moulins à vent. Le moulin Tour, le Chandelier, le Turquois et le Cavier, le moulin symbole de l'Anjou. Ah, les pauvres sacs, mon Dieu. À 73 ans, Paul Ouanard, lui, est toujours resté fidèle à son moulin Tour, le plus beau à ses yeux.
En retraite depuis 4 ans, il continue néanmoins à aider son fils, car chez les Ouanards, on est meunier de père en fils depuis 1740, date de naissance du moulin. Intarissable sur le métier, l'écouter est un réel plaisir et gare à ceux qui croient qu'un moulin est un jouet. L'ennemi principal pour nous, c'est le vent. Et surtout les orages. Parce que voyez-vous, dans les nuées, on est toujours à la merci de ce qui va se produire. Hein. Des fois, vous avez un coup de vent qui va passer avant la nuée ou après la nuée quand elle est passée. Alors c'est là que c'est mauvais. C'est pour ça que je vous dis que l'ennemi, il est là. Alors vous êtes là, vous êtes tranquille. Oh, bah c'est pour ça, ça va bien. Tout d'un coup, ça tombe là-dessus, hop, lève la partie. Alors voilà comment on fait de la cosse. Et le moulin, il s'emballe. Et le moulin s'emballe, oui, et puis quelque chose de bien. Il faut le voir, monsieur, pour le comprendre. Tric-trac, quand ça va bien, j'ai ma musique dans ma boutique. Tric-trac, quand ça va bien, j'ai ma musique dans mon moulin. Comme mon père sur la rivière, c'est mon moulin qui m'y gagne mon pain. Comme mon père sur la rivière, c'est mon moulin qui m'y gagne mon pain. Et tric-trac, quand ça va bien, j'ai ma musique dans ma boutique. Tric-trac, quand ça va bien, j'ai ma musique dans mon moulin. Comme ce meunier, les pêcheurs du Mont-Saint-Michel sont également profondément attachés à leur métier, même si la profession disparaît. Ce sont des pêcheurs à pied, des marins sans bateau qui jouent avec les marées. Comme tous les jours à marée basse, Marcel s'engage sur la grève du Mont-Saint-Michel en direction de ses filets à crevettes. En plus de 50 ans de carrière, il estime qu'il a fait largement le tour du monde en marchant dans la baie. C'est son métier, pêcheur sans bateau, les pieds dans l'eau. Je partais, voyez-vous, d'ici du bec d'Andenne. J'avais des filets qui étaient au pied de Tomblaine, donc il y a 3 km. Il y en a donc 3 pour aller, 3 pour revenir, ça fait 6. J'avais d'autres filets qui étaient à Saint-Jean, j'en avais autant, et je m'étais tapé 6 km, 6 et 6, 12. Vous n'avez qu'à faire le compte. Quand je retournais l'après-midi, ça faisait le compte, 24 à 25 km par jour. Il trie les crevettes, rejette les trop petites, réinstalle les filets et vérifie les nasses à anguilles. Il travaille vite, car la crevette est fragile et la mer remonte rapidement. Quel que soit le temps, l'hiver comme l'été, la nuit comme le jour, selon la marée. C'est un métier très dur, très dur. Et pour vous dire que je l'ai vécu, mais s'il y avait à le refaire, je ne pense pas que j'aurais adopté ce métier-là. Vous êtes à la retraite, mais vous continuez à pêcher. C'est quand même que vous aimez ça. Je continue à pêcher, c'est parce que c'est quelque chose, voyez-vous, on est attaché à ce métier-là. La pêche, c'est un métier dans la nature. Si je reste 8 jours à la maison, je suis un homme malade. Du temps de Marcel, les villages de la côte vivaient de cette pêche traditionnelle. Crevettes, poissons plats, saumon. Aujourd'hui, la capture du saumon est interdite, la baie s'envase, les crevettes se raréfient et la pêche à pied est en déclin. Quelques obstinés en vivent encore. Maintenant, il y a des tracteurs, on peut emmener beaucoup plus de matériel, puis on met nos filets à l'endroit qu'on a choisi, évidemment. On est né ici, hein. On connaît la baie comme notre poche. On peut mettre un filet n'importe où, hein. Et avec les degrés de marée, il y a tout qui joue, hein. Les vents, les degrés de marée, l'époque. Une époque pour le mulet, une époque pour la crevette, une époque pour le bar, une époque pour tout. Chaque filet, chaque ligne réserve des surprises, comme ce goéland trop gourmand qui a mordu à l'hameçon. Pour Hubert, le premier avantage de ce métier, c'est la liberté. On dit que c'est un métier qui disparaît? Ça disparaît pas, c'est parce que on ne donne plus de permis de pêche. Ils veulent faire une réserve ici. Alors... Ils ne donnent plus de permis. Dans le temps, il y avait 55 pêcheurs ici. Maintenant, il n'y en a plus que 7 ou 8. Il n'y a pas de jeunes maintenant. Nous, nos parents ont fait ça. Bon, ben, on a repris ça, mais les jeunes, personne vient là, non, on n'en voit pas là. Les autorités maritimes ne confirment pas le projet de transformer la baie en réserve, mais déjà, elles ne délivrent plus de nouvelles autorisations de pêche. Elles renouvellent les anciennes chaque année, c'est tout. Alors, progressivement, avec la mort ou la lassitude des quelques pêcheurs actuels, cette activité disparaîtra totalement. Et avec elle, toute une technique artisanale, une connaissance du milieu, une culture. La baie ne sera plus traversée que par les touristes amoureux du Mont-Saint-Michel et les mouettes. Si les paysages du Mont-Saint-Michel sont exceptionnels, la baie de Somme, un peu plus au nord, est elle aussi l'une des plus belles de France. Et dans cette baie, sur les terres découvertes par la marée,
on élève des moutons, les moutons de Pré-Salé. Entre terre et eau salée, de Saint-Valery au Crotoy, la baie de Somme, l'une des plus larges de France, est le royaume des chasseurs, des ramasseurs de coqs et des moutons. Des moutons qui se nourrissent d'herbage, qui inondent 8 à 9 fois par an les grandes marais. Quel que soit le temps, André Moitrel et son neveu Roland veillent à tour de rôle sur un troupeau de 1200 têtes, car pour mériter son label, l'agneau de Pré-Salé doit paître ici au minimum 200 jours par an. Vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. C'est pourquoi vous êtes venu ici? Parce que j'aime les moutons, on aime bien la nature. Une nature un peu particulière, puisque la mer reste maîtresse de la baie. De ses allées et venues, elle a morcelé le relief de ses pâturages en rios, mares ou ruisseaux de vase. Délicat pour le troupeau, sans compter cette marée toujours trop rapide qu'il faut surveiller. C'est toujours pareil, on voit la marée monter, puis de toute façon, les heures sont indiquées, mais bien souvent, il faut prendre ses précautions, parce que des fois, elle est 1 heure, des fois en avance. Sur la baie, au début du siècle, il y avait environ 15 à 20 000 moutons. Pratiquement chaque maison avait des moutons. Et ces moutons partaient le matin lorsque un berger descendait le village, les appelait avec une corne et toutes les bêtes partaient pâturer en baie. Et lorsqu'elles venaient le soir, ce qui était assez curieux, c'est que chaque bête retrouvait le portail de sa propre maison. Aujourd'hui, à peine 3000 moutons occupent les 1200 hectares de la baie. La commercialisation l'an dernier du label Estran, qui désigne maintenant l'agneau de Pré-Salé de la baie de Somme, offre aux éleveurs une perspective intéressante. En 92, nous avons commercialisé 640 agneaux. Et là, cette année, nous pensons avoir une augmentation de 20% à peu près, quoi. On peut encore augmenter la production. Le gros problème, c'est le gardiennage, quoi, parce qu'actuellement, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le métier de berger. Malgré un prix de vente plus élevé, bouchers et restaurateurs de la région ont été séduits par le cahier des charges de la production. Chaque bête est étiquetée, numérotée, on connaît la provenance de l'élevage. Comme son collègue du Mont-Saint-Michel, le mouton d'Estran est attaché à un terroir. Reste à connaître maintenant la meilleure façon de l'accommoder. Il faut faire attention à la cuisson, car c'est une viande qui est assez fragile, sachant qu'elle se détruit très vite et qu'il ne faut pas beaucoup de cuisson. Voilà, un goût un petit peu plus fin et un petit goût de mer, un petit peu assaisonné comme ça, relevé. Une autre terre merveilleuse, la Camargue. Tous les ans, au mois de mai, des milliers de flamants roses viennent s'y reproduire. Pour les observer, les scientifiques peuvent se rendre dans un lieu absolument unique, la tour du Valat, au cœur des étangs. Un drôle d'engin flottant qui avance lentement au fil de l'eau. Nous sommes en plein cœur des étangs camarguais, entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer. Comme tous les jours à l'aube, Alan Johnson s'apprête à débarquer à la Tour du Valat, un site unique en son genre. Son objectif, assister aux danses nuptiales des flamants roses. Depuis des lustres, ils se retrouvent ici pour se reproduire. C'est la saison des amours. Les mâles vont tenter de séduire leurs futures compagnes. Première approche, la parade. Avec le cou allongé, les oiseaux pivotent la tête de gauche et à droite et puis marchent ensemble, font une salutation avec les ailes. Et en fait, on pense que les parades servent pour la formation du couple et pour synchroniser d'un certain degré la date de ponte des oiseaux. Un œuf unique que les conjoints couvront délicatement à tour de rôle jusqu'à ce qu'il éclose après un mois d'incubation. Les deux partenaires sont présents pendant la ponte et pendant 36 ou 48 heures après la ponte. Par la suite, il y a un des partenaires qui va partir pour se nourrir. Les deux ont faim, évidemment, parce qu'ils ont été pendant 2 ou 3 jours au nid. Ils ont
Et puis ils vont partir à une certaine distance. Alors certains oiseaux peuvent se nourrir dans cet étang, mais d'autres, on le sait très bien, ils vont sur les étangs du Languedoc. Soit plus de 200 km aller-retour, parfois presque rien pour ces grands voyageurs, les plus résistants pouvant même traverser la Méditerranée en une seule nuit. Une espèce étrange et fragile qui, malgré elle, prend des couleurs en mangeant, le rose en particulier, couleur crevette ou carotte. La coloration est due au fait que le flamand synthétise un peu mieux les caroténoïdes que d'autres espèces, mais effectivement, il trouve ces caroténoïdes dans les pigments des invertébrés, particulièrement des artémias, qui sont très présentes dans ces zones sursalées. Un îlot d'amour où les rapports sont brefs mais fréquents, dans un environnement idéal, bien que façonné par les hommes. Ce point de reproduction est assez unique puisque c'est le seul point stable de reproduction dans l'aire de reproduction de l'espèce, puisque en fait, les autres points de reproduction sont des points utilisés de manière très intermittente, en grande partie du fait que les zones humides ont été largement dégradées dans le bassin méditerranéen et qu'il reste peu de zones vraiment propices à la reproduction de l'espèce. Dans quelques jours, les poussins émergeront de leurs coquilles. En septembre, ils seront bagués, comptés. À l'automne, ils entameront leur premier vol, mais d'ici là, leurs parents s'enivreront de tendresse et d'amour. La beauté des paysages et la lumière, c'est souvent ce qui inspire les peintres. À Giverny, Claude Monet a créé l'un des plus beaux jardins de France. Il ressemble à ces tableaux. Et quand le jardin est fermé au public, on y trouve bien sûr des jardiniers, mais aussi des peintres. Depuis des siècles, il y a un métier qui reproduit souvent des tableaux, c'est la tapisserie. À Aubusson, dans la Creuse, les lissiers fabriquent avec du fil et avec des couleurs, des chefs-d'œuvre de tapisserie. À Aubusson, faire tapisserie est un honneur depuis des siècles. Au XVIIe, Colbert en fit une manufacture royale. À l'époque, l'eau de la Creuse, princière et cristalline, faisait déjà pousser des fleurs de laine. Aujourd'hui, à la fois jardiniers et fleuristes, les lissiers réalisent les tapisseries à partir de modèles lissés sous les fils de chêne. Le lissier peut dire à la limite qu'il est artiste du moment où il arrive à reproduire le plus fidèlement possible l'œuvre de l'artiste. C'est-à-dire ce que l'artiste a voulu, ce que l'artiste a senti. Si le lissier est capable de le reproduire le plus fidèlement possible, je dis à ce moment-là, le lissier est en quelque peu artiste, lui, parce qu'il a reproduit un bon faussaire, je veux dire. À la base de toute tapisserie, un tableau minutieusement transposé, délimité en zones de couleur. Quelquefois, on est obligé d'inventer, parce qu'entre la peinture, si c'est une peinture à l'huile ou de la laine, il y a quand même une différence. Alors il faut que j'arrive à trouver quelque chose d'intermédiaire, ou qui se rapproche, ou qui retransmet le plus fidèlement possible. Quelquefois, pour être plus fidèle, je suis obligé ou d'éclaircir ou de brunir. La teinture essentielle. 3 couleurs primaires, des colorants désormais synthétiques et plus résistants. Dans l'eau au bouillon, la couleur va mordre sur la laine et en 2 heures, la pénétrer tout à fait. Un éventail d'1 millier de teintes déclinées en nuances infinies, apprivoisées sur de grosses bobines et mises en flûte au fur et à mesure des besoins. Une tapisserie pousse d'environ 1 mètre carré par mois. Vient finalement le jour de la récompense, le jour de la tombée de métier. On appréhende toujours un peu le temps de métier, vous voyez, toujours. Pourquoi? Bon, parce qu'on a toujours peur d'avoir fait quelques imperfections. Le cordon ombilical coupé, l'œuvre pour la première fois, est à l'endroit. Une tapisserie, c'est une invitation à rêver. Très souvent, l'artiste nous présente un décor dans lequel on peut voyager. Et d'abord, on reçoit des chocs par des interprétations à la fois des forces de couleurs, des intensités, des fulgurances de tissage, par des effets de matière également, que nous faisons avec des fils aujourd'hui beaucoup plus contemporains, et en même temps par la monumentalité. Œuvre contemporaine ou reproduction de tableaux anciens, la tapisserie d'Aubusson tire de la peinture le nectar, le fruit du peintre et du lissier, et l'art de faire d'un fil blanc un arc-en-ciel.
Après les couleurs, les formes, celles des statues du Louvre, on ne peut pas visiter la France sans passer au Louvre, eh bien dans les sous-sols du musée, un atelier de moulage reproduit à s'y méprendre les œuvres les plus célèbres. Paris était et reste une ville surprenante, où tout semble immuable. À la vérité, les statues les plus prestigieuses se dégradent, à l'opéra et ailleurs. C'est de plus en plus visible. Le processus de destruction est de plus en plus accéléré. Les raisons en sont la pollution atmosphérique, bien sûr, devenue inquiétante, mais aussi la dégradation naturelle des monuments. Une dégradation affligeante, terrible, une atteinte à la beauté. Pour empêcher cela, on fait appel à des spécialistes qui font des moules de ces œuvres d'art, des copies de ces statues, comme pour celles exposées au musée du Louvre que l'on peut acheter sous la Grande Pyramide, dans la boutique des moulages, en plâtre, en bronze ou en résine. C'est dans cet atelier à Paris que l'on réalise la copie de toutes ces statues, grecques, égyptiennes, romaines, et celles, bien sûr, plus proches de nous, toutes reconnues comme des chefs-d'œuvre. C'est une pièce monumentale qui provient de Chartres, du tympan de la cathédrale de Chartres, œuvre romane par excellence. Alors là, c'est un moulage en plâtre. C'est un moulage en plâtre, oui, qui se compose de 5 parties, puisqu'il ne faut pas oublier, là nous la voyons à ras du sol, mais en fait, elle se trouve à peu près à 15 mètres, et c'est une œuvre monumentale. L'original de cette magnifique Vierge de Sainte-Gervasie dans le Puy-de-Dôme a été volé. Par bonheur, un moulage avait été réalisé dont on a tiré des épreuves affinées au plus près. Ce moule en plâtre représente Murat. Elle est recréée, elle a été reconstituée d'après des prises d'empreintes prises sur un bronze. Et ensuite, on a fait des endroits qu'on a recollé les pièces. On a refait un moule pour tirer une terre cuite. Le but de l'épreuve, c'était de tirer une terre cuite. Et alors là, qu'est-ce que c'est à côté? Là, c'est une Vierge sage de Strasbourg. Voilà, je l'ai coulée dans un moule à pièces. Elle est magnifique aussi. Oui, elle est magnifique, elle a un très beau visage. Elle a la base, ici, que je vais placer dessus. Elle est assez légère parce que je l'ai coulée pour moi, pour que je puisse la porter, vu la taille de la pièce. Que je sois aisée de pouvoir travailler dessus, voilà. Il manquera les bras, ici, avec une draperie. Cet atelier à Paris date du Second Empire. On y côtoie tous les siècles. On exerce là l'un des plus vieux métiers du monde, puisque de tout temps, beaucoup moins qu'aujourd'hui bien sûr, on a fait des moules. On en a retrouvé un grand nombre sur des chantiers de fouilles. On voulait déjà perpétuer les chefs-d'œuvre. Les mouleurs statuaires prennent l'empreinte de l'œuvre sur place, dans les musées, les châteaux ou dans les églises, ramènent le moule ici et tirent fort habilement l'épreuve. C'est une commande pour un décorateur.